Le Bénin est dans sa 62e année d'indépendance. Cette année 2022, un parcours mouvementé, que ce soit sur le plan politique, économique et sur d'autres plans également. Mesdames, Messieurs, cette année, la célébration intervient dans un contexte où le pays prépare les législatives de 2023. C'est donc un enjeu pour les acteurs politiques de ce pays et même tous les Béninois parce qu'il s'agit aussi du développement du pays. Pour en parler, sinon pour faire un bilan à mi-parcours, de ce processus entamé par le Bénin depuis 62 ans, nous avons eu le plaisir de recevoir un homme qui n'est pas méconnu du grand public. Il s'agit de l'honorable Benoît Degla, membre du bloc républicain, parti politique et soutenant les actions du régime actuel. Honorable, bonjour, merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci, bonjour, merci cher ami journaliste, c'est un plaisir pour moi. Chers amis internautes, merci à vous également d'avoir accepté de suivre ce débat du bout en bout, puisqu'il s'agit d'un parcours quand même qui va vous permettre d'avoir une idée claire du cheminement politique, économique et du développement du Bénin. Honorable, vous le savez, 62 ans, c'est quand même pas petit. Quand on vous donne votre indépendance, on vous demande de vous prendre en charge et de mener les actions qu'il faut. D'abord, vous êtes un acteur politique sur le plan politique. Est-ce que vous avez pu capitaliser l'expérience que vous avez connue ou que vous avez vue sur le plan politique depuis que le Bénin a commencé ce cheminement? Merci encore, merci. Je voudrais donc, à la veille du 1er août, date de notre indépendance, dire bonne fête à tout le peuple béninois. Et espérant que cette nouvelle ère qui s'ouvre pour notre peuple depuis l'arrivée du président Patrice Talon, matérialisée par la journée d'hier, une journée qui redonne l'espoir, qui redonne la fierté. Je suis convaincu que cet élan nouvelle va conduire le Bénin plus loin et le hisser plus haut dans le Conseil des Nations. Ceci étant, 62 ans, c'est vrai, 62 ans, ça paraît beaucoup dans la vie, c'est beaucoup dans la vie d'un homme, mais 62 ans dans la vie d'une nation, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que les grandes nations se sont construites sur des décennies, sur des siècles. Et nous avons, nous, pays africains, et notamment notre pays, le Bénin, a souffert pour arriver à son indépendance, une indépendance acquise dans les conditions que vous savez tous, livrée à elle-même, le Bénin livré à lui-même pour pouvoir se prendre en charge et amorcer son développement. Et vous avez constaté que aussitôt après l'indépendance, il y a eu les turbulences politiques qui n'ont pas permis au régime en place, à la démocratie, de survivre au lendemain de 1963, où déjà a eu lieu le premier coup d'État. Et ça a déclenché une série de coups d'État pour qu'en 10 ans, notre pays connaisse 12 coups d'État. Il ne peut pas avoir de coup d'État, donc instabilité politique, et pour qu'il y ait développement. Donc c'est du gâchis que nous avons connu pendant 13 ans, et pendant 12 ans, je dirais. Et en 1972, c'est pour vous schématiser un peu l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays, donc de 60 à 72, c'était une année de gâchis politique, et de capacité de développement, de manque de concentration sur l'essentiel. Donc c'est marqué d'une tache noire dans notre histoire parce que ça ne nous a pas permis d'avancer du tout. 72, à partir de 1972, il y a eu le régime militaire devenu marxiste-léniniste qui au départ avait donné de l'espoir, il y avait de l'espoir. De par la volonté exprimée. D'abord parce que ça mettait fin à cette situation chaotique à la tête de notre État, ce qu'on appelait le monstre à 3 têtes, et qui nous empêchait d'aller de l'avant. Malheureusement, pendant 18 ans, nous avons connu des situations difficiles parce que
de parti de coup d'État, de la révolution. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'idéologie marxiste-léniniste qui n'a pas amorcé, n'a pas posé les jalons essentiels pour le développement économique de notre pays. C'est vrai, il y a eu un semblant de stabilité politique, la cohésion sociale, la cohésion s'est un peu renforcée, des idées de prise en compte de notre être en tant que Béninois s'est manifesté. Le patriotisme, oui, a connu un regain, mais au-delà de cela, ça sombrait dans le chaos. Vous voyez, avec l'incapacité de payer les salaires et la soumission au diktat des puissances et des partenaires financiers, le PAS, le programme d'ajustement structurel, les grèves intempestives, les enfants qui étaient... Il y avait de la déperdition, il y avait... Ouais, c'était un chaos terrible. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas peut-être des Béninois même qui n'ont pas voulu que ce régime-là prospère? Parce qu'il paraît même que, même à l'étranger, il y a des puissances qui n'aimaient pas l'installation de ce régime marxiste-léniniste parce que ça pouvait quand même sortir le Bénin de son état d'indépendance totale. Il y en a eu quand même des coups d'État qui étaient intervenus en 1977 avec des mercenaires qui étaient intervenus juste pour pouvoir freiner cette marche du Bénin. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des Béninois qui étaient en quelque sorte des valets pour empêcher cette marche-là? Non, écoutez, toute réforme entraîne de la mélancolie. Toute réforme, toute tentative qui remet en cause l'ordre préétabli, c'est normal que ça... Parce que je vous ai parlé du chaos jusqu'en 2012, jusqu'en 1972, ça a profité à certaines personnes, c'est clair. C'est clair. Alors, de 72, lorsqu'on est passé... Au départ, il y avait eu un enthousiasme terrible. Mais lorsque on a commencé par nous aligner sur l'idéologie importée, parce que l'idéologie marxiste-léniniste, nous, elle n'a pas ses fondements au Bénin. Vous savez, dans le livre de Karl Marx, il est dit que ce sont les conditions d'existence matérielle qui déterminent la conscience de l'homme. Les conditions matérielles n'existaient pas pour que nous nous engagions dans une révolution qu'on aurait appelée marxiste-léniniste. Nous sommes partis de la néocolonisation, de la colonisation à l'indépendance et aussitôt. Les autres sont passés par plusieurs phases. Les Russes, qui sont les parents du marxisme-léninisme, sont passés d'une étape importante, c'est quoi? C'était la féodalité. Nous n'avons pas connu ça. Il y a que les conditions sociales, intellectuelles, n'étaient pas mûres pour ça. Il a suffi que nous accrochions à cette idéologie au lendemain de l'agression de 1977. Ce n'est pas suffisant pour qu'on décrète une idéologie. Une idéologie ne se décrète pas. C'est les conditions mûres qui font apparaître cette idéologie-là. Nous, on n'était pas dans ces conditions-là. Ce qui a fait qu'il est évident que ceux-là qui avaient des intérêts dans notre pays puissent tenter par tous les moyens de renverser le dispositif en cours. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil. Quand on voit ce qui se passe dans la sous-région, lorsque les intérêts sont atteints, on cherche par tous les moyens à récupérer ou à préserver par tous les canaux. Donc ce n'est pas nouveau. Cette envie des puissances, de ne pas voir émerger nos pays africains, parce que, bon, voilà, c'est chez nous la richesse. C'est chez nous qu'on se targue d'être puissance aussi. Vous voyez, ils ont au niveau des Nations Unies, ils ont le droit de veto, ils ont le droit de parler en notre nom, ils ont le droit de décider, ils ont la puissance monétaire. Voilà, ils ont les moyens qu'ils tirent de nos ressources
C'est normal qu'il ne veuille pas que nous nous éveillions. Parce que quand on va s'éveiller, nous allons pouvoir mettre un frein à l'exploitation de nos richesses. Ce qui ne les arrange pas. Et la Révolution disait, à bas l'exploitation de l'homme par l'homme, et à bas nos richesses, à bas l'exploitation de nos richesses. Ça ne pouvait pas bien s'entendre. Voilà. Oui, vous avez dit qu'il n'y avait pas de conditions matérielles réunies pour pouvoir assurer ou bien faire prospérer ce régime, ce système-là. Justement, c'est certainement ce qui aurait conduit à la conférence nationale de 90 où toutes les forces vives de la nation se sont retrouvées pour définir une nouvelle ligne de gouvernance du pays. En ce temps, on a pu quand même obtenir le multipartisme intégral. Mais aujourd'hui, avec le régime actuel, on a l'impression qu'il y a une restriction de tout cela. On est rentré maintenant dans le système partisan et vous avez vu tout ce que ça a causé. Est-ce que c'est une évolution ou une régression? Ben, écoutez, moi je voudrais commencer par 1998 et 1990 avec l'adoption de la nouvelle constitution. D'abord la conférence nationale, parce que la conférence nationale est la suite de la situation chaotique que nous avons connue. Et cette conférence nationale a permis aux Béninois de se parler et de s'engager à adopter de nouveaux comportements. Et l'armée s'est engagée à adopter une attitude républicaine. Et Dieu merci, depuis jusqu'à ce jour, n'a pas eu des manifestations négatives en la matière de la part de l'armée. Mais oui, la démocratie, notre pays, le Bénin, s'est hissé au rang des pays les plus démocratiques. Et nous l'avons démontré à travers la tenue régulière des élections tout le temps. À travers les élections, la tenue des élections à bonne date tout le temps. Mais lorsque vous avancez sur le plan de la démocratie, il faut également avancer sur le plan de son développement. La démocratie ne doit pas appauvrir son homme. La démocratie doit nous aider à nous développer. Mais est-ce que c'était normal que le Bénin que nous sommes, pays à superficie étriquée, pays à ressources limitées, que nous puissions être tout le temps dans les élections avec plus de 250 partis politiques? Mais non, il fallait amener les gens à comprendre que si nous voulons aller de l'avant, il était évident que les partis politiques, qu'ils acceptent la réforme qui devait s'imposer. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas le président Patrice Talon qui a été le premier à vouloir de cela. Ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises. Et vous avez entendu l'ancien chef de l'État qui disait qu'il était au Vietnam et on lui posait la question de savoir comment il réussissait à diriger un pays avec des centaines de partis politiques. Donc il y avait déjà cette envie, enfin, il y avait le constat que les partis politiques, c'était beaucoup trop et que ça faisait tourner le pays en rond. Donc la réforme qui a été faite, la réforme du système partisan qui dit réduisons les partis politiques, réduisons le nombre de partis politiques, faisons en sorte que les partis politiques puissent se retrouver et fusionner ou alors, en tout cas, qu'il ne soit pas le nombre pléthorique que nous connaissons. Faisons en sorte que les partis politiques puissent, n'est-ce pas, se constituer sur la base de règles nouvelles. Faisons en sorte que les partis politiques puissent véritablement animer la vie politique de notre pays. Ce n'est pas mauvais. Malheureusement, tout a commencé par là. Lorsque d'autres ont pensé que l'ordre établi qui permettait qu'avec ces 10 ou 20 personnes, on puisse signer un document et l'envoyer au ministère de l'Intérieur pour avoir un récépissé, devrait suffire pour qu'on constitue dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque maison, un parti politique. Il fallait arrêter cela. Les États-Unis, vous avez vu? Quelle puissance, quelle population, quelle démocratie. Pourtant, combien de partis il y a, combien de partis politiques il y a là-bas? Comprenez? On peut citer les autres pays. Mais alors, quand
cette démocratie, quand nous avons décidé, nous avons accepté en 1990 avec la Constitution, qui a dans ses dispositions prescrit un certain nombre de choses. Mais à un moment donné de la vie d'un enfant, l'enfant il grandit et il peut réfléchir par lui-même. Et se dit, mais attendez, pourquoi pas, papa, je pense qu'on peut aménager telle ou telle chose. Et cette relecture de la Constitution a fait ressortir un certain nombre de choses qu'il a fallu corriger. Malheureusement, des choses qui ne sont pas du goût de ceux qui ne retrouvent pas leurs intérêts. Ils ont estimé que c'est taille sur mesure. C'est taille sur mesure. Dans la faveur de ceux qui sont actuellement. Mais non, parce qu'aucune disposition n'interdit à un tentampion de briguer, de postuler à quoi que ce soit. Il a été simplement dit, vous êtes candidat, mais soumettez-vous aux règles en place. Soumettez-vous aux dispositions législatives de notre pays. Et ne pas le faire, c'est défier la nation, c'est défier le peuple que vous prétendez diriger. Voilà, comme ça, c'est la lecture qu'il faut pouvoir donner à la chose, à la situation que nous avons connue. C'est vrai. Il y a eu des grincements de dents, il y a eu des mécontentements, il y a eu des manifestations. Notre démocratie a pris un coup. Certain, ça il faut le reconnaître. Mais ça arrive dans toutes les démocraties du monde entier. Aucune démocratie. Vous avez vu les États-Unis avec le Capitole. Vous avez vu en France les gilets jaunes un peu partout. Vous avez vu en Italie comment on change de gouvernement tout le temps. Partout ailleurs, vous avez vu. Donc une démocratie n'est jamais totalement forte pour dire qu'elle a acquise. Une démocratie, elle se construit tous les jours. Tous les jours. Et parfois, il y a des bas, il y a des hauts, à des moments donnés, il y a des épreuves qu'il faut surmonter. Je pense que nous sommes en train de surmonter ces épreuves-là. Courageusement, nous sommes en train de les surmonter pour le bonheur des Béninois. Justement, on est à l'approche des législatives, mais on ne voit pas trop de contestation. Ça voudra dire que les gens ont compris ou bien on peut s'attendre encore à d'événements inattendus. Mais non, ce n'est pas moi qui vais dire ça. Mais s'il n'y a pas de contestation, mais le plaisir devait être pour vous, les journalistes. Parce qu'en tant que Béninois, qu'on constate qu'il n'y a pas de contestation, cela suppose qu'il y a une adhésion. Cela suppose qu'il y a une adhésion. Il y a une adhésion à ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, ces partis politiques se sont mis dans la danse. Ils ont accompli les formalités qu'ils auraient pu accomplir depuis des années. Ils n'ont pas fait. Si aujourd'hui, ces partis politiques acceptent, ils sont allés, ils ont obtenu leur récépissé. Mais s'il n'y a pas de contestation, c'est tellement qu'ils sont en train de mettre en place leur stratégie et ils sont en train de mettre en place leur dispositif pour aller triomphalement aux élections la prochaine fois, aux échéances prochaines. C'est tout, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Vous êtes député, membre du Bloc républicain. On sait que le Bloc républicain certainement va aussi prendre part à ces législatives-là, mais en face de vous, il y a aussi des challengers non moins négligeables qui actuellement s'activent aussi. Dites-nous, au niveau du Bloc républicain, est-ce que vous avez foi? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que vous avez l'impression de revenir en force dans le cadre de ces législatives-là? Nous sommes un parti organisé, un parti qui est allé aux différentes élections, un parti qui a des élus, un parti qui, à l'avènement aux dernières élections présidentielles, a contribué essentiellement à l'élection du président de la République, de par sa mobilisation, de par son engouement. Les constats sont là. Vous savez, nous ne sommes pas un parti spectacle. Nous sommes ordonnés, nous avons nos stratégies. Et dans la perspective des prochaines élections, il est évident que nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas, nous concevons nos stratégies et nous nous donnons les échéances et l'allure
pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et il est tout à fait normal que nous, en tant que parti politique, pour ce que nous avons fait jusque-là, pour notre implantation spatiale, pour pour les victoires acquises, nous pensons véritablement que tout ce que nous mettons en place, c'est pour nous permettre de nous hisser au premier rang, n'est-ce pas, des partis politiques de la République du Bénin. La bataille ne sera pas facile, hein, puisque pour cette législative d'être minoritaire, on voit en face de vous l'Union progressiste, et il y a aussi d'autres partis d'opposition qui seront dans la danse. Les circonstances ont fait que nous sommes minoritaires aujourd'hui, mais je vous dis que lentement mais sûrement, nous sommes en train de bâtir un grand parti avec des objectifs précis. Et parmi ces objectifs-là, c'est de faire de BR le parti le plus grand du Bénin. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité, c'est vrai que jusqu'à présent, sur l'échiquier politique national, tout est visiblement calme, on ne voit pas bien comme c'était le cas au passé, des guerres de positionnement. Comment est-ce que les choses se trament? Mais les partis se disciplinent. Les partis se disciplinent. Justement, c'est les avantages de la réforme, ça. Vous êtes dans un parti politique, vous suivez la règle du parti, il y a la discipline du parti à laquelle vous êtes soumis et qui vous impose une attitude responsable. Avant, je le disais tantôt, il y avait plus de 200 partis. Chaque parti, ou chaque élément, chaque militant de chaque parti pouvait sillonner monts et vallées pour se faire, pour s'annoncer comme candidat. Et cela créait quoi? Beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption. Parce que vous allez dans un petit arrondissement, il y a 10, 20 partis politiques représentés. Et chaque représentant avec son lot d'arguments pour détruire tel ou tel. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de partis politiques sur l'ensemble du territoire. Je ne crois pas que les gens ont le temps, que les partis politiques ont le temps aujourd'hui de jouer la même comédie. Ça devient plus sérieux aujourd'hui. Voilà. Malheureusement, on est limité par le temps. On a abordé suffisamment l'aspect politique. Maintenant, le développement, 62 ans, ce n'est pas petit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier du niveau du développement du Bénin? Parce qu'on est quand même à une période où jusqu'à présent, le Béninois continue de dire « j'ai faim, je ne mange pas 3 fois par jour ». Oui. Est-ce que vous qui êtes quand même acteur politique, gouverneur de ce pays, vous trouvez cela? Oui, d'abord, il faut dire que notre pays, aujourd'hui, c'est la mondialisation. Notre pays n'est pas isolé du contexte régional ou international ou mondial. Notre pays, à l'instar des autres, connaît des difficultés, mais qui ne sont pas propres à sa gestion, qui lui ont été imposées par un certain nombre de choses. Le Bénin, depuis 1990, a fait des progrès. La démocratie apaisée a permis quand même que nous avancions. Mais on n'a pas eu le courage de forcer et de briser un certain nombre de choses. Le courage a manqué pour que nous comprenions que nous-mêmes, que nous étions en mesure de nous prendre en charge. La révolution disait comptons sur nos propres forces, sur nos propres moyens. Malheureusement, il y avait pas. C'était des vœux pieux. Rien n'était mis en place. Aucun dispositif ne permettait de mettre en place ou alors de mettre en œuvre ce slogan-là. Aujourd'hui, même s'il n'est pas clamé haut et fort, nous comptons sur nos propres forces. Nous comptons sur nous-mêmes, sur le peu que nous avons. C'est ça, la gestion, la bonne gouvernance. C'est ça. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que l'argent du contribuable ne soit plus dilapidé n'importe comment. Que nous puissions collecter les taxes
et les utiliser à bon escient. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui le Bénin, vous prenez le Bénin, en ce qui concerne la réalisation des ODD, vous voyez, en matière de l'eau, en matière d'éducation, en matière de santé. Vous avez vu tout ce qui s'est fait en matière d'eau. Je reviens pour parler de l'eau. Comment l'eau n'est plus une denrée rare pour l'ensemble du Bénin. Aujourd'hui, il y a encore quelques zones où le problème demeure, mais pour l'essentiel, les coupures d'eau, on n'en connaît plus lorsqu'on a au sud d'ici. L'électricité, vous avez vu comment nous évoluons énormément, à grande vitesse. Vous avez vu au niveau de la santé, avec l'hôpital de référence qui est en train d'être construit, avec les hôpitaux qu'on est en train de réhabiliter, avec les centres de santé qui sont en train d'être dotés d'équipements, les centres de santé d'arrondissement qu'on construit pour rapprocher le Béninois, la population du centre de médecin ou de l'infirmier. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être faites. Lorsque vous regardez un peu Cotonou, l'idée générale qui a consisté à construire les marchés pour délocaliser un peu, pour éviter un certain nombre de choses que nous connaissions, ça rend, en dehors de la beauté que ça procure à la ville, mais ça permet quand même à l'État de canaliser tout ce qui est ambulatoire, tout ce qui est vente, tout ce qui est commerce. Ok? Vous prenez les infrastructures pour permettre, lorsqu'on produit dans une localité, il faut pouvoir l'écouler. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui est en train d'être fait comme infrastructure. Je ne prendrai pas Cotonou, mais allez au-delà de Cotonou. Vous allez voir comment l'État travaille à construire des routes. Et on n'a pas fini encore avec la Covid. Lorsque, depuis quelques mois, nous recevons de plein fouet les conséquences de ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est aussi pour nous une occasion de réfléchir, et je pense que le gouvernement s'y attelle, sur comment est-ce que nous pouvons apprendre, nous Béninois, à nous approprier ce que nous produisons, à consommer ce que nous produisons, à ne plus attendre que ce soit le blé qui vient de l'Ukraine qui serve à faire le pain. Que nous puissions, n'est-ce pas, apprendre à consommer, à élever nos poissons, à élever davantage les poulets, au lieu d'acheter les conteneurs de poissons, de poulets qui viennent de pays asiatiques ou du Brésil. Pourquoi pas, nous avons les terres. Donc cette situation nous interpelle et doit nous aguerrir pour que nous puissions dire, mais tiens, en fait, ce n'était pas une mauvaise chose, ça nous a permis de trouver la solution à des problèmes donnés. Je pense que c'est comme ça que nous allons, notre développement, c'est comme ça que nous allons l'écrire dans l'histoire de notre pays. Apprendre à travailler avec nos moyens, apprendre à vivre de nos moyens, apprendre à consommer ce que nous produisons. Voilà, vous avez semblé déjà faire la conclusion avec tout ce que vous venez de dire. On est déjà à la fin de cet entretien, mais je vous permets de dire un mot et de revenir, puisque vous avez commencé par le dire au début de cette émission, sur l'inauguration des monuments. À quoi ça sert concrètement? Parce que beaucoup de Béninois se disent, mais c'est quoi ces monuments? En fait, tapage autour. En une minute. Voilà. Mais voilà, je pense, c'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, un homme très courageux. Et vous avez vu, en dehors des inaugurations, je ne sais pas si vous avez saisi les discours. C'est un discours très profond, très patriotique. Nous avons notre histoire que nous devons aimer, que nous devons apprendre à connaître et à aimer. Aujourd'hui, nos enfants, si nous, notre génération est peut-être perdue, nos enfants doivent savoir que pour la libération de notre pays, du Dahomey,
il y a eu des femmes qui se sont battues et que pour se remémorer et pour s'inspirer de la bravoure de ces femmes, il y a un monument qui a été érigé pour que quand on passe devant, on se dise « Ah mais tiens, dans ce pays, il y a eu des femmes qui sont battues pour la libération de notre pays. » Lorsque vous sortez de l'aéroport, que vous faites le rond-point, que vous voyez la statue de Biokera, c'est la bravoure du Béninois. C'est sa capacité à se battre pour ce qu'il y a à lui. Et ça rejoint ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Nous devons apprendre à aimer ce qu'il y a à nous, à connaître ce qu'il y a à nous. Parce que Biokera a mené avec bravoure une guerre contre les envahisseurs et colonialistes. Si nous jouissons de cette liberté-là, on ne peut pas oublier que ça a été construit. Elle a été construite avec le sang d'un certain nombre de personnes. Nous leur devons hommage. C'est ça le sens là. Et quand il est allé au niveau du jardin des Jean de Mathieu, j'avoue que j'ai été sidéré d'apprendre que désormais, ça va être le lieu de... Désormais, c'est là la pose des gerbes d'or, les gerbes de fleurs, les gerbes de fleurs dans le cas. Oui, en fait, c'est en l'honneur des fils de ce pays-là qui se sont battus. C'est en leur honneur que ça a été érigé. Vous savez, hier seulement, une petite statue de Napoléon à Rouen a été déboulonnée et ça fait l'objet de tellement d'histoires. Pourquoi? Parce que beaucoup reconnaissent en lui, quelles que soient les déviances, qu'il a été un brave patriote qui a combattu pour défendre la cause des Français. Et la statue est revenue à sa place. C'est ça ce qu'on doit pouvoir cultiver dans notre esprit à nous, tous béninois, que nos enfants doivent savoir cela. Parce que ça nous a guéris et ça renforce notre fierté d'être béninois. Voilà des statuts qui interpellent donc la conscience collective en ce qui concerne le devoir d'enseigner l'histoire du Bénin à la nouvelle génération, aux enfants qui viennent pour combattre le Bénin de demain, puisque le système éducatif béninois en a besoin. L'histoire du Bénin n'est pas suffisamment enseignée. Les dirigeants ont certainement bien vu d'avoir érigé ces statuts. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cet entretien que nous avons eu le plaisir d'animer avec l'honorable Benoît Degla, membre du Bloc républicain, député à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir accepté chez vous. Vous avez abordé, entre autres, la mutation politique au Bénin depuis les indépendances. Vous avez estimé qu'il faut quand même maintenir le cap, surtout avec l'actuel régime qui a opéré des réformes pour pouvoir installer une discipline dans le secteur politique au Bénin. Le développement, vous l'avez félicité également, c'est un parcours qui a commencé depuis les indépendances, mais le régime actuel a été donc le clou de ce développement-là qui aujourd'hui garantit quand même le minimum nécessaire en ce qui concerne les infrastructures, l'électricité et puis l'eau également. Merci à vous quand même de nous avoir acceptés, chers internautes. Merci à vous également de votre disponibilité. On prend le prochain rendez-vous pour bientôt.